c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management pour commenter l'actualité de marché. Bonjour et bienvenue Frédéric. L'actualité porte sur le bon dosage de stimulus pour l'économie américaine avec un débat d'économistes et Jérôme Powell qui s'exprimait hier soir qui semble quand même plutôt rester très focalisé sur le marché du travail qui est loin d'être revenu au plein emploi aux États-Unis et qui semble renvoyer à plus tard peut-être les débats sur l'idée d'une inflation qui deviendrait incontrôlable peut-être aux États-Unis. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce sujet, Frédéric, et comment est-ce que le marché dans son ensemble est positionné par rapport à cette question ? C'est la grande question pour cette année. Et c'est vrai que Jérôme Powell, le patron de la Fed aux États-Unis, n'est pas économiste. Et ça peut peut-être le sauver dans cette situation. C'est quelqu'un de pragmatique. Rappelez-vous qu'à l'origine, on ne pouvait pas imaginer que Powell serait plus dovish, plus accommodant que Yellen. On peut maintenant argumenter sur le fait que c'est déjà le cas et que quelque part il peut s'affranchir un peu des 20, 30, 50 dernières années de débats théoriques, économiques très compliqués qui n'ont jamais été finalement vraiment clôturés. Ces débats sont sans fin. Est-ce que la courbe de Phillips, cette relation entre la croissance, le chômage, l'inflation est toujours valide? Est-ce qu'on va avoir de l'inflation cette année, l'année prochaine, avec le plus gros stimulus budgétaire depuis la guerre? Est-ce que la Banque centrale doit réagir, surréagir, ne pas réagir? Tout ça, quelque part, Jérôme Powell peut y répondre de manière très pragmatique, en regardant les chiffres au fur et à mesure qu'ils arrivent. En l'occurrence, effectivement, vous l'avez dit, l'inflation pour l'instant au mois de janvier aux États-Unis est plutôt faible, il n'y a pas de signe d'accélération. Il va se donner le temps. Il va se donner le temps aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de bruit, comme en Europe, dans ces chiffres d'inflation. Vous avez une pandémie qui a fait se déformer les prix relatifs au sein de l'indice des prix à la consommation. Certains biens ou services n'ont même pas été accessibles du tout l'année dernière. D'autres ont dû être imputés dans l'indice, calculés, estimés. On n'en sait rien. Honnêtement, on a une très faible visibilité à court et moyen terme sur la trajectoire d'inflation. Mais c'est ça le point, encore une fois, c'est que Powell a le temps, les mains quasiment liées pour le moment, et on va savoir, c'est la grande question, enfin, avec ce fort rebond de la croissance, cette grosse relance budgétaire, si oui ou non, effectivement, on peut espérer voir un petit peu d'inflation, et à ce moment-là, la Fed pourra réagir en fonction. Bon, il y a l'inflation pure, évidemment l'inflation sous-jacente avec la notion de plein emploi, la notion d'augmentation des salaires également, qui est très regardée par la Fed. Il y a également tous les éléments autour, notamment les matières premières, Frédéric. C'est vrai qu'on constate quand même que l'ensemble du compartiment des matières premières est orienté à la hausse, que ce soit le pétrole, les métaux industriels, les matières premières agricoles. Le pétrole, par exemple, est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui que les cours du pétrole soient revenus à leur niveau d'avant la crise pandémique? Est-ce que ça va trop vite de ce point de vue-là? Est-ce que ça peut créer beaucoup de bruit aussi sur les indicateurs d'inflation dans les prochains mois? C'est vrai que c'est l'élément principal, un créateur de volatilité dans l'inflation. Traditionnellement, ça a toujours été le cas. Et puis avec des effets de base cette année qui vont être très, très importants, on peut imaginer des rebonds temporaires, mais très importants qui là aussi influencent le marché. Quand on parle du swap d'inflation 5 ans 5 ans, des anticipations d'inflation dans les marchés, elles sont majoritairement quand même encore drivées par le prix des matières premières et puis d'ailleurs par l'appétit pour le risque d'une manière générale sur les marchés. Il faut filtrer ce bruit-là. Au-delà, effectivement, la question est de savoir si on arrive à mesurer cette inflation sous-jacente aux États-Unis ou en Europe, avec des mesures un peu lissées qui prennent du temps. Encore une fois, c'est un argument supplémentaire pour une banque centrale aujourd'hui prudente aux États-Unis, mais comme en zone euro bien sûr, pour le voir, pour le croire. Janet Yellen disait à l'époque qu'elle voulait voir l'inflation dans le blanc des yeux avant de réagir. Ce sera également le cas, peut-être même encore plus cette fois dans cette reprise-là. Je prends un dernier exemple, la présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, hier et encore aujourd'hui, répète qu'il est probable que la Fed maintienne, en attendant de voir, un rythme de rachat d'actifs quasiment constant tout au long de l'année 2021, alors qu'il y a encore quelques semaines, certains à la Fed imaginaient un tapering. Je pense vraiment que la prudence va l'emporter pour toutes ces raisons, et ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas encore où on en est dans ce cycle de reprise et d'inflation. Sur le front européen spécifiquement, Frédéric, bon, la Commission européenne rabaisse un petit peu les prévisions de rebond pour cette année. J'ai pas l'impression que ça surprenne beaucoup les économistes. Au-delà de ça, est-ce qu'on arrive toujours à voir le bout du tunnel, l'idée d'une réouverture des économies européennes dans un temps raisonnable? Il y a beaucoup de bruit politique, évidemment, autour des vaccins. On aurait tous aimé que ça aille beaucoup plus vite. Néanmoins, quels sont pour vous les derniers messages importants envoyés? Je pense par exemple à
l'Allemagne, qui alors prolonge un certain nombre de mesures, mais dans l'extension de ces mesures, on comprend qu'il y a de la place également pour trouver, je ne sais pas si je suis très clair, pour trouver un chemin qui permettrait graduellement de rouvrir l'économie allemande. Est-ce que c'est un bon signal de votre point de vue, Frédéric ? C'est un bon signal qui est probablement dans les prix. On comprend que les marchés dans l'ensemble restent effectivement portés par l'espoir à la fois de la relance américaine et de la réouverture des économies, même si l'Europe est à la traîne et même si on a tous ces problèmes côté offre pour la campagne de vaccination. On comprend qu'on a simplement décalé le scénario de 3 à 6 mois et qu'il est toujours positif. D'ailleurs, d'un point de vue de marché, action par exemple, on a des écarts de valorisation assez importants. L'Europe est toujours bien moins chère, entre guillemets, que les États-Unis. Et si ce scénario se réalise, il y a un cas favorable à l'Europe à nouveau qui peut commencer à se construire vers le milieu de l'année. Néanmoins, maintenant, c'est à nouveau quasiment binaire parce que vous ne pouvez pas repousser éternellement cette réouverture des économies, non pas parce qu'il y a une contrainte budgétaire où je souscris absolument pas à cette thèse, mais parce qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire endurer à des agents économiques, des ménages, des entreprises qui ont épargné, qui n'ont pas pu embaucher, qui n'ont pas pu investir. Il faut vraiment, c'est vital, on le comprend nous au niveau individuel, humain, mais c'est tout à fait vrai au niveau économique, il faut que cette réouverture se matérialise, même si elle est décalée, même si elle est plus lente que prévu. Et encore une fois que ça arrive, vous avez cité des matières premières, des valeurs cycliques en Europe, des valeurs évidemment exposées au tourisme, à la restauration et autres. Ces valeurs-là peuvent à nouveau en profiter parce qu'on sera dans ce scénario-là ancré une bonne fois pour toutes, sans risque extrême, mais malheureusement encore un risque de repartir en arrière à nouveau, pourquoi pas en récession. Un dernier mot, Frédéric, sur le rallye Draghi. Comment vous comprenez la mécanique de marché qui s'est déjà mise en place alors qu'on n'a même pas encore le gouvernement de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui président du Conseil en Italie ? Et est-ce que le sens du voyage nous amène à penser que les taux italiens, à 10 ans, pourraient eux aussi être négatifs un jour ? C'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas envisager dans un scénario. Quand on fait des scénarios en fin d'année pour l'année suivante, on est passé par là en Espagne, au Portugal, pourquoi pas en Italie, puisque vous avez maintenant cette logique d'une vraie union économique et monétaire avec plein de problèmes, plein d'hétérogénéité, plein de défis à nouveau et de réformes inachevées, mais néanmoins une union économique et monétaire dans laquelle on ne considère plus les pays un par un, mais forcément ensemble, liés ne serait-ce que par cette dette commune qui va être émise du coup à partir de cette année. Je crois que le marché dessine un scénario en 2 étapes. La première étape, c'est effectivement de pouvoir dépenser, grâce à un gouvernement Draghi, une majorité extrêmement large. La grosse nouvelle et le revirement sensationnel de la Ligue du Nord qui devient pro-européenne. Donc ne serait-ce que de ce point de vue-là, Draghi à nouveau a des talents qu'on n'imaginait même pas. Politique en tout cas, et puis une deuxième étape, une fois dépensé cet argent entre guillemets et enclenché la procédure de reprise, une deuxième étape dans laquelle l'Italie peut-être aurait un siège à la table des négociations européennes plus crédibles qui permettent à Draghi, à son gouvernement, à son pays de pousser des réformes, par exemple au niveau des règles budgétaires, avec des alliés qu'on peut imaginer en France, en Espagne ou ailleurs, et effectivement aller encore au-delà dans l'intégration budgétaire en zone euro. Imaginons une forme de stabilité en Italie quand l'Allemagne votera à l'automne et puis la France l'an prochain. Ce sera évidemment intéressant de voir comment ce trio européen pourra se mettre en place. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste de Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence depuis Genève.